Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Mon nom est Sally Guy, je suis directrice des politiques ici à l'Association canadienne des travailleurs sociaux. Et j'ai le plaisir de servir comme modératrice de la présentation d'aujourd'hui. Je dois aussi m'excuser de mon français et je vous remercie de votre patience à mon égard. Alors bien, nous sommes très heureux de présenter ce webinaire en partenariat avec le Centre Muriel McQueen Ferguson pour la recherche sur la violence familiale, sur un sujet de telle importance. Quels supports sont disponibles pour les femmes âgées qui sont victimes de violences intimes? Avant de présenter nos conférencières, tous les détails dont vous avez besoin, comme comment accéder aux diapositives, trouver plus d'infos ou trouver votre certificat de présence, tous ces détails-là peuvent être trouvés dans le widget Formalité qui s'est affiché lorsque vous avez connecté. Ravi, j'ai l'honneur de présenter nos conférencières. Premièrement, Dani Gagnon. Dani est une activiste communautaire avec une passion pour l'éducation et la protection des personnes âgées. Son expérience dans la gestion des programmes de prévention de l'abus dans le secteur des soins de longue durée l'a menée à travailler avec l'équipe de recherche sur l'abus et la négligence des adultes afin d'élargir notre compréhension de l'abus des personnes âgées. Et nous sommes très chanceux aussi d'avoir Rena Arsenault. Rena est la directrice adjointe du Centre Muriel McQueen et est une militante et une éducatrice chevronnée en matière de violence faite aux femmes et aux enfants. En plus, Rena a reçu la prestigieuse distinction honorifique de membre de l'Ordre du Canada. Elle a été reconnue en tant que chercheuse, activiste, auteure et éducatrice travaillant contre la violence familiale. Alors, avec ces présentations-là, nous sommes très honorés d'avoir ces femmes remarquables avec nous aujourd'hui. Et j'ai maintenant le plaisir de céder la tribune à Rena et Dani. Merci beaucoup, Sally. Merci de cette introduction. La voix que vous entendez présentement est la voix de Rena et l'autre voix sera de Dani Gagnon. Bonjour. Donc, je vais commencer aujourd'hui. Je voulais vous donner un petit, un petit relevé. Donc, moi et Rina, on travaille. Je suis aussi une élève en maîtrise ici à l'Université du Nouveau-Brunswick. Donc, je travaille avec Rina et le Centre Muriel McQueen Ferguson sous le cadre de l'équipe de recherche sur l'abus et la négligence des personnes âgées dans les provinces maritimes. Le contexte de l'équipe est vraiment de mieux comprendre et répondre aux besoins des personnes âgées qui vivent la violence. Cette équipe est une collaboration entre le Centre Muriel McQueen Ferguson, l'Université du Nouveau-Brunswick, l'Université de Moncton, l'Université de l'île du Prince-Édouard, ainsi que l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est vraiment un partenariat dans les provinces maritimes pour comprendre vraiment le statut de la violence contre les personnes âgées ici aux Maritimes, ainsi qu'à travers du Canada. Avant de commencer la présentation, je tiens à souligner que cette présentation a lieu sur le territoire traditionnel des nations Malécite et Mi'kmaq. On est ici à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. On vient commencer la présentation avec le concept de l'agisme, parce qu'on reconnaît, on reconnaît que l'abus des femmes ou la violence contre les femmes est ancrée dans le concept du sexisme. Mais quand on parle de l'abus des femmes plus âgées, on a aussi le concept de l'agisme qui vient dans le cadre, in the picture. Donc, l'agisme, comme le sexisme, c'est un isme, c'est une discrimination des adultes parce qu'ils sont âgés. Puis c'est un problème qui est omniprésent dans notre société. Un rapport de l'organisation Rivera en 2012 nous dit que 33% des Canadiens admettent qu'ils ont traité quelqu'un différemment en raison de leur âge. En plus, 63% des adultes âgés 66 et plus ont été traités de manière injuste ou différente en raison de leur âge.
et 79% de la population canadienne convient que la société canadienne valorise les générations plus jeunes que les personnes plus âgées. Donc, même si c'est omniprésent, on reconnaît que c'est quand même assez difficile à identifier parce que l'âgisme, c'est une norme sociale. Donc, c'est une façon de... c'est des normes et des valeurs dans la société qu'on pense rarement à remettre en question par rapport à nos attitudes et nos croyances. Robert Butler, en 1968, c'est lui qui a vraiment défini l'agisme ou qui a reconnu l'agisme comme une norme sociale. Puis, il a identifié l'agisme comme étant une façon de permettre aux générations plus jeunes de voir les personnes plus âgées comme différentes d'elles-mêmes. Il dit que ça donc subitement de s'identifier avec leurs aînés en tant qu'être humain. Ça reste quand même quand on dit s'identifier en tant qu'être humain, pour moi, en tout cas, c'est une définition qui me touche beaucoup parce que, tu sais, quand on parle des sciences sociales, surtout dans le domaine de la violence, c'est vraiment chercher l'humanité, le concept humain de chaque personne. Puis dans le concept de la violence entre partenaires intimes, les femmes plus âgées, on voit l'agisme comme étant que les femmes plus âgées soit ne vivent pas la violence entre partenaires intimes ou qu'ils aient l'expérience de la même façon que les femmes plus jeunes. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est volontaire, disons, mais c'est comme qu'on dit, c'est une norme sociale, c'est une façon qu'on voit les personnes plus âgées soit qui sont possédés d'un acte sexuel ou qui n'ont pas nécessairement la force ou le physique pour pouvoir soit être agressif ou pouvoir subir la violence en partenaire intime. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nécessairement tout le temps négatif, mais aussi peut être positif. Donc, à ce point-là, je vais vous passer à Rina. Merci, Dani, merci beaucoup. Donc, on va parler un peu des concepts généraux pour la violence conjugale chez les femmes. Vous allez vous apercevoir qu'on a mis, comme Dani parlait, on parle d'une lunette qu'on a mis sur le genre. Puis on parle des femmes usagées, lorsqu'on parle de violence conjugale. Et je ne peux pas parler de violence conjugale faite aux personnes âgées, aux femmes âgées, sans parler de la roue du contrôle. Et je sais que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, la comprend, mais il faut vraiment la regarder sous la lunette des personnes âgées, parce qu'il y a toute une autre compréhension qu'on doit avoir. Donc, si on parle de négligence des personnes âgées, on parle de négligence, soit qu'elle n'a pas ses médicaments, soit qu'elle n'est pas, si elle est au lit, ne reçoit pas ses repas. On parle de négligence beaucoup plus accrue. On parle aussi d'une dépendance. Beaucoup de personnes âgées qui sont d'une génération plus élevée n'ont peut-être pas travaillé. Donc, n'ont pas les sous, leurs pensions sont très limitées, n'ont pas les sous pour vraiment sortir de cette relation. On doit aussi vraiment parler de l'isolement. L'isolement qu'elle peut avoir, moi je connais encore beaucoup de personnes âgées qui ne conduisent pas. Et si on regarde dans les communautés rurales, il n'existe pas de transport public. Donc, c'est très difficile d'aller à ces services ou aller chercher de l'aide lorsque tu n'as pas le pouvoir de partir de chez vous. Aussi, il faut parler il faut regarder qu'on a des concepts généraux. Il y a moins d'accent mis en recherche et en services consacrés aux femmes âgées. On a fait un sondage dans les Maritimes, en l'Île-du-Prétoire et au Nouveau-Brunswick. Et une des choses qui a ressorti vraiment, qui nous a vraiment touchés, c'est que les fournisseurs de services ne parlent pas de femmes âgées et d'hommes âgés, mais bien de personnes âgées. Et donc, on perd la distinction. Les hommes âgés ont besoin de différents services que les femmes âgées.
Et aussitôt qu'on met tout le monde dans le même sac, il y a beaucoup de personnes qui peuvent tomber entre les cracks, comme on voit comme au Nouveau-Brunswick. Donc, il faut faire attention. Donc, on s'était aperçu vraiment que la recherche, les services sont beaucoup moins consacrés aux femmes âgées. Que l'agisme, comme Denis parlait, est présent dans la recherche sur la violence familiale, la violence conjugale dans les services. Et le troisième concept général, c'est qu'il existe du sexisme dans la recherche sur la violence familiale et la violence conjugale et dans les services. Il est aussi important de parler des formes. Ça peut être une relation abusive à long terme. Donc, ça a débuté lorsque la relation a commencé et maintenant, dans 40 ans, 45 ans plus tard, la violence est encore existante. On peut parler aussi d'une nouvelle relation qui est devenue violente. Bien des personnes, les femmes âgées m'ont dit, bon ben écoute, Rina, moi j'avais une très belle relation avec mon mari, mon partenaire. Malheureusement, il est mort. Moi, je voulais encore avoir une relation, donc j'ai eu une relation avec un nouveau monsieur et ça a été affreux. Et comme elle n'avait pas cette bande d'informations-là, elle n'avait jamais vécu de la violence, elle n'avait même pas su comment définir cette violence, elle s'est rencontrée dans une relation très violente, mais ça a pris du temps avant qu'elle a pu la définir. Il y a aussi l'abus vécu à travers de nombreuses relations différentes. Donc, il y a, vous savez, il y a un genre de langage qu'on doit changer. Moi, je sais que il y a beaucoup de madames qui m'arrivent plus âgées, vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec moi? Comment ça se fait que je ne peux pas choisir bien? Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je me dis, ben écoute, quand tu as débuté la relation, comment ça allait? Oh, il était charmant. Il était charmant. C'était un homme idéal. On sortait, on riait, on avait une relation extraordinaire. Ben, je dis comme ça. C'était pas une mauvaise. T'as pas fait un mauvais choix. T'as fait un bon choix. Les abuseurs sont très manipulateurs. Donc, il ne faut jamais oublier, au lieu de mettre la blâme sur la victime, on devrait commencer à questionner le partenaire intime à qui est abuseur. Fait que ça peut être vraiment une relation d'une personne qui a vécu plus qu'une relation. Et ça peut être une relation aussi à long terme qui est devenue abusive. Donc, je vais vous parler tantôt d'un exemple concret où est-ce que la violence, c'est pas que la violence n'avait pas existé par avant, mais elle n'avait jamais été définie. Mais lorsque les deux se sont retrouvés tout seuls, après avoir travaillé, maintenant ils sont en retraite, où est-ce que la violence devient de beaucoup plus au quotidien. Aussi, il faut parler des formes de violence, telles qu'on parle que la violence peut se reproduire sous plusieurs formes, et souvent, une personne expérimente plus qu'une forme. Donc, c'est rare que la violence physique va exister sans la violence émotionnelle et verbale. C'est presque, moi je ne l'ai pas rencontré encore. La violence émotionnelle, verbale, semble exister dans la plupart des relations violentes. Mais pas toutes les relations vont avoir de la violence physique. Mais s'il y a la violence émotionnelle et verbale, je crois très bien que la violence sexuelle existe. C'est très difficile de dire non le soir lorsque toute la journée, tu as été traité de moins de rien. Parce que tu sais quel genre de colère il peut exister le soir si tu dis non. Donc, il faut vraiment penser à la violence sexuelle qui existe. Il y a l'harcèlement criminel, il y a les menaces et les tentatives de meurtre. Il y a aussi la violence de toute forme est sous-déclarée, y compris pour les personnes âgées. Les femmes plus âgées sont moins susceptibles de signaler la violence vécue. Et on va en parler un peu plus tard. Bon. Il y a aussi tout un autre paradigme à regarder sur la violence conjugale, la violence intime pour les personnes âgées. C'est les modèles. Ceci, c'était un projet de recherche que Crystal Leblanc a fait ici pendant qu'elle faisait sa thèse de maîtrise.
Et elle a trouvé des différents modèles, comme la violence conjugale, la violence faite aux femmes. On a commencé vraiment à en parler dans les fin 1960, comme début 1970, et on la regardait sous la lunette du féminisme. Et on avait vraiment, les communautés ont venu ensemble pour vraiment arriver à trouver des moyens, des solutions. Bon, ça a été vraiment une action féministe. Alors que pour les personnes âgées, on a juste commencé à en parler de 1980, c'était vraiment les associations professionnelles, surtout médicales, qui se sont aperçues que les personnes âgées vivaient de la violence, c'était surtout parce qu'elles arrivaient aux hôpitaux, c'est là, ou dans les foyers de soins. Et c'est là qu'on a commencé à être capable de la dépister. Les modèles. Le modèle pour la violence conjugale, c'est bien le pouvoir de contrôle. C'est de la roue du pouvoir du contrôle, on en parlait beaucoup, on la voyait. Alors que pour les personnes âgées, c'était vraiment le modèle médical. C'était vraiment regardé, c'était vraiment les docteurs, les infirmières, c'était les psychologues, les psychiatres qui regardaient et on ne la définissait pas comme personne, comme violence faite aux femmes ou violence faite aux hommes, mais vraiment violence faite aux personnes âgées. Dans la violence conjugale, c'était le partenaire était masculin. C'était les femmes qui étaient abusées. Alors que pour les personnes âgées, c'était une personne de confiance. On ne regardait très peu le partenaire, on regardait la famille, le fils, la fille, le frère. Donc, les personnes de confiance, la personne qui prenait soin de cette personne-là. Dans les traitements, on regardait pour les violences conjugales, on regardait vraiment quitter la maison, c'était les maisons de transition, c'était essayer de lui donner de l'autonomisation pour qu'elle puisse retrouver son estime d'elle-même. Et on parlait beaucoup de empowerment. Alors que pour la personne âgée, c'était la protection à l'adulte, et on reviendra à cette question-là par après. Mais c'était, est-ce qu'on devrait lui enlever le droit de faire ses propres décisions parce qu'elle est vieille, elle n'est pas capable de faire de décisions, donc on parlait beaucoup de protection à l'adulte. Maintenant, si on parlait un peu de la violence conjugale chez les personnes essayant, regardez un peu les statistiques. Bon, premièrement, comme j'ai dit tantôt, la violence psychologique se retrouve vraiment au premier rang de la hiérarchie des formes de violence. Qui est vécue par les femmes âgées. C'est vraiment un cumul d'expériences de victimisation sur une longue période de temps qui a des conséquences sur la santé des femmes âgées. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi les femmes se retrouvaient à l'hôpital chez le docteur et parlaient parlaient d'avoir des attaques d'anxiété ou parlaient de pouvoir pas dormir. Elle se retrouvait avec la diabète, se retrouvait avec un cancer, se retrouvait avec différents maux, des migraines, etc., etc. On s'est aperçu que c'est le stress de la violence. Et ça, de plus en plus, on fait des recherches auprès de personnes qui ont vécu des longues années de violence et on s'aperçoit vraiment de l'impact sur la santé physique et la santé mentale. Ça, ne pas l'oublier, la santé physique et la santé mentale. Et peut-être que notre fois, on pourrait aussi parler de l'impact de cette violence sur les enfants et que plusieurs des personnes âgées viennent d'une situation de violence familiale et ont vécu pendant l'enfance et apportent ce vécu-là dans leur vie adulte. Bon, certainement, on parle aussi de l'association des femmes, à un rôle très traditionnel, la fidélité à l'institution du mariage. Vous savez, on a encore, le Canada est quand même, il y a des grandes villes, oui, mais on a aussi beaucoup de ruralité. On a beaucoup de communautés qui sont rurales, qui sont plus traditionnelles. Moi, je sais, je suis une personne plus âgée, et ma mère, lorsque chez nous, on parlait très peu de relations ou même de sexe, mais la seule chose qu'elle m'a dit avant que je me suis mariée, c'était dans les 1970, donc je mange, là. Elle m'a dit, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est Rina, n'oublie pas, tu ne peux pas dire non à ton mari. Bon, mais, vous savez, elle avait raison. Parce que c'est seulement en 1983 qu'on a eu quand même la législation sur où est-ce que la femme pouvait emporter son mari en cours pour viol.
Parce qu'avant ça, on ne pouvait pas. On appartenait à notre homme, comme on en parlait dans le temps. Il y a aussi de se rappeler aussi que c'était beaucoup plus difficile de quitter son conjoint. C'est beaucoup plus difficile, surtout si tu n'as pas les sous pour le faire, si tu n'as pas le support pour le faire. Les enfants adultes ont bien de la difficulté à accepter que leurs parents âgés se séparent. Ils ont une grosse difficulté à accepter que maman laisse papa. Et ça rentre beaucoup, ça fait un grand enjeu dans la violence chez les personnes âgées où est-ce que la femme va demeurer. Il y a aussi, faut se rappeler que la violence, les femmes âgées sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de violences familiales et d'être tuées par son conjoint ou par un membre de la famille. Il y a une recherche qui vient de sortir de l'Angleterre, puis où est-ce qu'elle nous dit que 11,5% des femmes qui ont été tuées par leur partenaire ou leur ex-partenaire, il y avait 11,5% des femmes qui avaient été tuées, étaient des personnes âgées de plus de 66 ans. Et ça, c'était en Angleterre, à Wales et au nord de l'Irlande. Nous avons ici, au Canada, une chercheure qui fait présentement une recherche sur le fémicide. Et le fémicide sur les personnes âgées, sur les femmes âgées, Myrna Dawson, qui est à l'Université de Guelph. Et j'ai bien hâte d'avoir les résultats de cette recherche parce que ça va être quand même très intéressant à retrouver. Les femmes âgées aussi sont beaucoup plus susceptibles d'être blessées que leurs conjoints. Et je vais vous donner des statistiques canadiennes dans quelques instants. Ils sont plus susceptibles de subir des blessures graves et répétées. Et les hommes âgés sont plus susceptibles d'être blessés ou tués par un voisin ou une connaissance. Et les fils aînés sont plus souvent les agresseurs. Donc, vous voyez comment important que c'est d'avoir une lunette sur le genre lorsqu'on regarde la violence chez les personnes âgées. C'est vraiment important. Donc, si on regarde les statistiques canadiennes, c'est de Statistique Canada, parmi les femmes âgées victimes de violences familiales, 33% ont été agressées par leur conjoint, 28% par un membre de la famille allergique et 27% par un enfant adulte. Alors que chez les hommes âgés, 34% ont été abusés par un membre de la famille allergique et 34% par un enfant adulte. Alors que aussi dire que bien qu'on estime que de 4 à 10% des personnes âgées qui font l'objet de mauvais traitements, seulement 20% de ces affaires-là sont portées à l'attention des personnes qui peuvent aider, donc la police, les travailleurs sociaux, etc., etc. Donc, c'est important de savoir bien dépister. Lorsqu'on travaille avec les personnes âgées, d'avoir une lunette qui est une compréhension de les indicateurs de violence. Et ça aussi, c'est important de savoir que c'est très difficile. Il y a d'autres obstacles. L'obstacle, le linguistique. Donc, c'est important, je sais qu'au Nouveau-Brunswick, ici, dans les communautés rurales, il y a beaucoup de francophones. Mais ils sont entourés d'anglophones. Et c'est beaucoup de services, même si on dit qu'ils sont bilingues, les francophones vont travailler du 8 à 4. Puis il n'y a pas assez de francophones pour travailler le soir. Il y a des maisons de transition qui ont des anglophones qui travaillent 24 heures sur 24, mais des francophones qui travaillent que le jour. Alors c'est important de savoir qu'il y a des endroits, il y a des pochettes dans le Nouveau-Brunswick qui ne parlent pas l'anglais. Qui se retrouvent sans service dans différents termes. Ça, c'est important de le savoir parce qu'on vit nos stress dans notre langue maternelle. Moi, je parle assez bien l'anglais, mais quand je suis en crise, je vis mes crises en français. Je vais vous dire comme un exemple banal, mais quand j'ai eu mon enfant, quand je criais après le docteur, qui était un anglophone, je ne criais pas par la tête en anglais, je criais par la tête en français, parce que c'était la seule langue qui me venait à la bouche. J'étais francophone. Fait que c'est important de savoir ça. Il y a aussi les obstacles culturels.
les problèmes physiques qu'on rencontre quand on est des personnes âgées, aussi les problèmes mentaux, les limitations en matière de transport, comme je parlais tantôt. L'accès limité à la technologie, où on la comprend très peu. Donc, tu sais, on parle beaucoup de technologie et on croit vraiment que tout le monde y est. C'est pas vrai. Il y a encore des grosses pochettes à travers le Canada où est-ce que les personnes ne sont pas dans la technologie. Et, vous savez, c'est très beau le courriel, le Facebook, tout ça, quand on les connaît, mais quand on n'est pas capable de les utiliser, ça ne nous aide pas. Donc, avec toutes maintenant les manières d'avoir de l'aide en ligne, qui est extraordinaire, ça ne peut pas vraiment rejoindre tout le monde. Donc, se rappeler de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc, les statistiques que je viens de vous donner, c'est les graphiques maintenant qui vous disent un peu à travers le Canada qu'est-ce qu'on regarde pour les femmes victimes, les hommes victimes, donc, et le total de personnes. Et ça, c'est pour les personnes âgées. Je ne le lirai pas. Vous pouvez lire après votre propre province. L'autre image, c'est vraiment de regarder encore, bon, ben, c'est qui est l'abuseur et qui sont la victime. Donc, les enfants adultes. Pour les femmes victimes, vous voyez, 38 dans l'année de 2005 à 2015, il y en a eu 33 qui ont été abusés par un enfant adulte, alors que pour leur conjoint, il y en avait 49 Si on regarde le même montant sur le côté des hommes victimes, vous voyez qu'il y a juste 9 des hommes victimes qui ont été abusés par leur conjointe. Donc, c'était quand même assez intéressant de savoir. Maintenant, si on regarde comment on peut comprendre pour mieux intervenir, c'est quoi les signes avant-garde? Comment on peut avoir les signes avertisseurs? Bon, ben, certains des signes avant-garde, il y a certainement les profères des menaces directes et indirectes liées aux armes à feu. Ici, au Nouveau-Brunswick, je vais vous dire, dans notre province assez rurale, on a encore plusieurs termes. On a aussi plusieurs chasseurs qui vivent dans nos campagnes. Et le fusil est quand même encore très omniprésent dans nos familles. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de personnes qui nous disent encore être très menacées par un arme à feu. Il y a certainement de regarder aussi si c'est une personne qui est assez religieuse et ne va plus à l'église. C'est un signe. C'est un signe avant-garde qu'on doit s'apercevoir. Il y a aussi des signes de négligence. Commence à perdre beaucoup de poids. Ses cheveux qui étaient toujours très bien peignés, maintenant ne le sont plus. Vous savez, il y a aussi, si on regardait, on pourrait regarder les autres services autour des personnes âgées, on pourrait peut-être avoir une image beaucoup plus concrète. Je parle des popotes roulantes. Bon, mais moi, je sais, j'ai été volontaire, bénévole pour les popotes roulantes. Et j'ai vu bien des personnes, j'ai rencontré des personnes âgées où est-ce que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et où est-ce que j'ai appelé. Parce que je pouvais voir des signes avant-garde. Bon, ben, parce que je travaillais déjà dans la violence conjugale, j'étais capable de voir ces signes avant-garde-là. Mais je ne crois pas on offre une formation aux volontaires qui va de porte à porte avec les popotes roulantes. Il y a aussi toutes les coiffeuses et les coiffeurs. Vous savez, les personnes âgées, les femmes âgées ont une tendance maintenant, parce que c'est quand même maintenant une vie sociale. Hein? Tu vas sur ta coiffeuse une fois par semaine, tu te fais peigner les cheveux, ça dure la semaine. Bon, ben, maintenant, au centre Muriel McQueen, on offre une petite formation aux cosmétologues parce qu'elle peut référer au système formel. C'est important d'aller trouver d'autres façons, d'autres portes pour pouvoir parler de c'est quoi les signes avant-garde, puis comment arriver, parce que il y a plusieurs cosmologues, spécifiques les coiffeuses, qui m'ont dit, mais c'est qui je la voyais? Elle était toute une femme assez bien mise, puis elle parlait, elle était jouissante, elle riait tout le temps. Puis ça, d'un coup, tu sais, elle arrêtait de rire. Elle arrivait, puis sa robe était un peu sale. Elle arrivait tripée, c'était jamais elle, Puis je me suis jamais posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je pensais pas que c'était ma place de poser des questions. Alors, tu sais, vous savez, il y a des endroits où est-ce qu'on peut peut-être donner un peu plus de support. Il y a le téléphone qui marche pas, il y a des choses qui disparaissent de la maison. Elle est nerveuse tout le temps en présence de son partenaire.
Elle semble triste, retirée. Vous savez, il y a plusieurs signes avant-garde si on regarde vraiment. Il y a aussi des signes avertisseurs, tels que des comportements contrôlants. On a parlé de la roue du pouvoir, du contrôle. Bon, ben ça, c'est quelques exemples qu'on peut vous dire. Qui prend toutes les décisions dans la maison? Tenter d'isoler sa partenaire de sa famille et de ses amis. Vous savez, c'est quelqu'un qui va, aller à la coiffeuse toutes les semaines, puis d'un coup, la coiffeuse ne la voit que 3 fois ou 4 fois par année, puis encore là. Vous savez, elle appelait sa famille, elle appelait ses enfants. D'un coup, non, ça devient différent. Il y a des menaces de violence ou d'abandon, aucun regard sur sa vie privée, les serrures à l'extérieur des portes. Ça, je sais que c'est plus difficile de savoir où est-ce que les serrures, mais santé publique, les infirmières qui paient, ou même les soignantes qui vont à la maison des personnes âgées, m'ont raconté plusieurs histoires de voir où est-ce que les serrures étaient, où elles étaient fermées à clé dans la chambre à coucher. Où ne reçoit pas ses courriers ou ses courriels, où ils sont lus. Il y a quelqu'un d'autre qui les a lus. Il y a aussi les risques, les facteurs de risque. Si on regarde l'isolement, mais certainement c'est un facteur de risque très majeur parce qu'il y a la détresse psychologique, d'être toujours seul, ou la pauvreté. Il y a aussi l'alcoolisme et la toxicomanie. Vous savez, quand on est toujours seul, si on est abusé, il y a plusieurs femmes qui malheureusement peuvent trouver des moyens pour essayer de calmer un peu la douleur intérieure, de ne pas avoir à souffrir cette douleur intérieure. Et donc, vont prendre les médicaments différemment, vont les prendre, vont avoir beaucoup plus de somnifères, de calmants, vont aussi peut-être mêler l'alcool avec des somnifères et des calmants. Donc, à se rappeler. Il y a aussi l'analphabétisme fonctionnel. Il y a plusieurs personnes âgées qui ne savent ni lire ni écrire ou ne savent que lire très peu. Et je sais, on est dans une société présentement qui fonctionne beaucoup par écrit. On écrit tout. On a des livres, on a des dépliants, on a des affiches, on en a beaucoup. Et ça ne rejoint pas tout le monde. Donc, se rappeler. Il y a aussi les techniques de communication non adaptées aux besoins. Vous savez, présentement, on a une équipe de recherche qui regarde la violence chez les femmes avec incapacité. Et c'est très intéressant parce que je me suis aperçue qu'il y a vraiment un gouffre entre les services, les fournisseurs de services qui travaillent dans le domaine de la violence conjugale et familiale et les fournisseurs de services qui travaillent avec les personnes avec incapacité. Et on ne semble pas avoir un pont pour vraiment rejoindre ces deux mondes. Et ce qui se passe, c'est que même si la plupart de nos maisons de transition maintenant ont des rampes, plusieurs ont des chambres à coucher sur le premier plancher, les portes sont beaucoup plus grandes, qui peuvent vraiment accommoder les chaises roulantes. Mais vous savez, c'est juste une des incapacités qui peut exister. Les femmes aveugles qui ne peuvent arrivent aux maisons de transition, ils sont retournées parce que le chien qu'elles ont avec eux, leur compagnon qui leur permet d'exister, n'est pas accepté dans une maison de transition. Donc, la personne âgée ne recevra pas cette aide. Donc, c'est important de regarder si vraiment on peut aider tout le monde. Les personnes qui sont sourdes et muettes, qui ont besoin d'aide, de traducteurs, sign language, j'ai oublié le nom technique en français, je m'excuse, mais qui ont besoin de pouvoir ils peuvent lire les lèvres des personnes, mais pouvoir parler, ont besoin des signes, ont besoin du langage des signes. Et donc, c'est important de se rappeler de tout ça. Il y a aussi toutes les situations particulières que je vous parlais des régions rurales ou éloignées, des milieux autochtones aussi, dans les communautés ethnoculturelles. Il faut toujours se rappeler de mettre notre lunette
tous les genres de difficultés que peuvent rencontrer les personnes de différentes races, de différentes incapacités, de différents âges. Mais maintenant, si on parlait un peu de qu'est-ce qu'il y a comme support pour les personnes âgées. Bon, vraiment, à court terme, il y a les maisons de transition et les refuges sûrs, les logements de deuxième étape. Et ceux qui existent pour Madame tout le monde, Madame jeune autant que Madame moins jeune, nous disent, et on va en parler un peu plus tard, mais vont nous dire qu'il y a un peu de problèmes pour les femmes âgées dans les maisons de transition. Nous avons vu que quand même, il y a des maisons de transition au Canada qui existent pour les femmes âgées seulement. Je vous parle de quelques exemples ici, la maison Ama en Colombie-Britannique. Il y a aussi Atira, qui est à Edmonton. Il y a aussi des endroits où c'est très intéressant où est-ce qu'ils ont mis des plongées plus sécuritaires dans les résidences pour personnes âgées. Donc, avoir au moins un étage en entier qui sont reliés aux personnes âgées, surtout les femmes âgées. Il y a aussi les travailleuses d'approche qui existent, qui peuvent aller chez soi des personnes âgées. Ils peuvent rencontrer les femmes un peu partout, que ce soit un restaurant, un café, pour pouvoir leur offrir du soutien, leur donner de l'information et être capable de leur donner aussi de l'information, surtout s'ils ont des doutes, pour savoir, ben, c'est quoi que je vis, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est une situation si difficile. Fait que ça, elles peuvent offrir ces genres d'informations qui sont très intéressantes. Les ressources utilisées par les personnes, il y a une autre recherche qui a été faite par deux personnes de notre équipe, qui est Laurie Weeks et Crystal Leblanc, qui ont posé des questions à différents fournisseurs de services. Et ils ont aussi posé des questions aux femmes, les participants dans l'étude. 88% leur ont dit que les femmes plus âgées ont différents besoins sur le côté logement et programmes que les femmes plus jeunes. 82% leur ont dit qu'elles n'offrent pas actuellement de programmes qui ciblent les personnes âgées. 76% leur ont dit d'avoir rencontré des obstacles en essayant de répondre aux besoins des femmes âgées victimes de violences. Les maisons de transition offrent un environnement sécur et autres nécessités comme abri et nourriture qui ont été très appréciées par les participants. Mais la majorité des maisons de transition leur ont dit ne pas être en mesure de répondre aux besoins des femmes âgées. Ils ne sont qu'une ou deux intervenants. Et donc, si la personne âgée arrive avec des besoins différents, les intervenants n'ont pas la formation, mais n'ont pas aussi le temps d'offrir plus que ce qu'elles peuvent offrir à tout le monde. Aussi, on peut regarder les ressources utilisées par les femmes plus âgées dans les régions rurales. Parce que ça aussi est intéressant. Vous savez, les régions rurales ont moins de services et c'est beaucoup plus difficile de se rendre aux services. Donc, il y a les systèmes formels et informels qui sont très importants. Les amis, les coiffeurs, les coiffeuses, l'église, les personnes qui vont à l'église aussi sont très importantes parce que, ou les temples, dépendant de la religion, les personnes au sein des religions peuvent être très importantes. Difficulté d'utiliser les services, soit en raison de leur âge ou parce qu'elles vivent dans un endroit rural. Ressources doivent être facilement accessibles, sans que cela soit su par tous. Les personnes âgées nous parlent beaucoup de secrets. Ils ne veulent pas que tout le monde sache ce qui se passe. Donc, c'est très important. La confidentialité pour elles est très importante, mais aussi facilement accessible. Vous savez, une personne de 70-75 ans qui par téléphone essaie d'avoir de l'information, peut devenir très frustrée d'aller d'un répondeur à l'autre avant d'arriver à une personne. Il y a certaines femmes aussi qui veulent que ce soit la violence qui serve. Elles ne veulent pas laisser leur partenaire, elle veut rester dans leur réseau, avec leurs effets personnels.
Elle aimerait qu'on puisse arrêter la violence. Et finalement, il y en a d'autres, ils nous ont dit, vous savez, les fournisseurs de services ont besoin de plus de formation pour savoir comment répondre à cette population. Parce qu'elles parlent différemment. Elles vont parler différemment de ce qu'elles vivent. Et elles vont aussi... il y a différentes... Je me rappelle de cette madame âgée qui m'avait parlé avant que son conjoint meure et m'a parlé après que son conjoint meure. Avant que son conjoint meure, elle parlait de la difficulté de leur relation. Elle nommait pas violence conjugale, mais elle parlait de la difficulté, elle parlait comment elle ne pouvait pas sortir, elle parlait comment il veillait toujours sur son argent, elle parlait de tout le contrôle que son mari avait sur elle. Mais une fois qu'il est mort, elle est venue me revoir et elle me parlait de comment son mari était maintenant un héros, un saint. Elle devait faire, dans sa tête, elle devait arriver à avoir une compréhension de son vécu d'avant. Et c'était trop difficile de savoir qu'elle avait vécu tout ça, que maintenant il était mort, elle ne pouvait pas parler, dire, mais c'était un méchant mari, il était mort maintenant. Donc, elle parlait vraiment de comment son conjoint avait été un homme extraordinaire. Donc, vous voyez juste, parce que un homme abuseur n'est pas, ou une personne abusive, n'est pas juste noir, il y a du blanc aussi, il y a aussi des choses qu'elles font qui sont extraordinaires. Donc, c'est vraiment, tu sais, vous savez, c'est dans le gris, hein? Puis il faut parler de ce gris-là. Vous savez, il y a bien des femmes qui vont nous parler, bon ben, tu sais, il travaille tous les jours, il est bon là-dessus, il est vraiment propre, il met dans le ménage, il est bon, il cuit beaucoup. Puis il parle de tout ça, puis après ça, il parle des autres choses que le monsieur ou que la personne peut faire. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est très difficile. Fait qu'il faut se rappeler de cette complexité-là. Et finalement, comme on a parlé, il y a certainement des raisons qui fait que qui vont pas utiliser les refuges qui existent. Vous savez, c'est enseigner dès son jeune âge à ne pas parler de problèmes personnels. Encore aujourd'hui, ça existe. On ne parle pas de son linge sale en public. Les préoccupations pour sa sécurité propre. Et n'importe où elle va, le conjoint violent sera en mesure de la trouver. Vous savez, il y a encore, n'oubliez pas, quand tu es âgé, tu as eu des enfants ensemble. Les enfants vont toujours savoir ce qu'est maman ou ce qu'est papa. Et ça aussi, ça peut jouer. Il y a aussi le fait qu'elle ne va pas laisser une communauté où est-ce qu'elle a vécu pendant 65 ans, 70 ans. Elle veut rester dans sa communauté. Elle ne pense pas que les services sont pour elle ou qu'elle en a besoin. Vous savez, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que la violence émotionnelle n'est pas une raison d'aller chercher de l'aide. Elles pensent vraiment qu'il faut être physiquement abusé pour pouvoir chercher cette aide-là, alors que la violence psychologique va brimer la personne tellement, puis va vraiment attaquer son estime de soi, sa confiance en soi, qu'elle ne pourra même pas penser qu'elle peut laisser. Il y a aussi le manque d'information ou de bonne information sur les refuges ou sur des autres ressources. Puis, aller dans un refuge, je veux dire quitter leur vie. Ça, il faut se rappeler, je ne sais pas combien d'entre nous ici qui sont ensemble dans cette présentation ici, qui seraient prêts à partir demain sans rien. C'est difficile à faire à 20 ans, c'est difficile à faire à 40, c'est très difficile de le faire à 70 et 75 ans. Puis, elles ont eu accès à autres ressources. Donc, elles peuvent avoir tout un autre service dans l'informel. Mes amis, très bonnes amies qui peuvent être là pour elles, ils peuvent avoir eu recours à d'autres services que les refuges. La recherche qui a été faite par l'équipe de recherche aussi nous a dit qu'il y avait différentes options qui avaient été vues. Donc, l'option que les femmes âgées ont des besoins spécifiques et services qui doivent être conçus spécifiquement pour elles. Alors qu'il y a eu l'autre option qui a sorti que toutes les femmes victimes de violences conjugales ont des besoins similaires et les mêmes services peuvent répondre à Madame Tout-le-Monde. Puis, option 3, c'est que chaque femme victime de violences conjugales a des besoins uniques et les services devraient être adaptés à leurs besoins. Alors, la troisième option vraiment parle beaucoup plus
de l'approche sur le traumatisme. Donc, la personne est au centre de tous les genres de services qu'on peut lui donner. Donc, on la coupe pas en morceaux, vraiment, on la prend au centre de tous les services qui existent. Faire un petit rappel par rapport à notre équipe, les remparts. Comme Rina a parlé il y a quelques minutes par rapport au... on a fait une analyse des environnements des professionnels en 2015 avec des provenants de services pour les personnes âgées à l'île Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. C'était avec les provenants de services ainsi que les organismes communautaires, les services publics, sociaux, les services de droit. On avait une très grande variété tant qu'à les occupations. Par contre, on comprend que la plupart, on avait presque 75% qui étaient des services de santé, mais c'était quand même très varié. Puis les conclusions qu'on a eues de ça, c'est vraiment de voir que c'était des organisations qui avaient le mandat de répondre aux besoins des personnes âgées qui ont vécu la violence. Mais on voulait savoir s'il y avait une différence, percevait avoir une différence entre les besoins des hommes et des femmes. Et comme on peut voir, c'était quand même assez pareil. Comme vous pouvez voir là, c'était les différentes lignes, c'est entre femmes et hommes. Puis après ça, c'est séparé par langue, mais en tout, c'était vraiment... puis on avait plus de personnes qui répondaient aux besoins français qu'anglophones, mais ça, c'était peut-être par rapport à les personnes qui étaient présentes. Mais on a vu que il y avait vraiment pas... Ils n'avaient pas vraiment identifié la différence entre les besoins des femmes et des hommes. Donc, l'étude qu'on fait actuellement, c'est vraiment pour identifier et répondre aux besoins des femmes diverses, plus âgées, qui ont vécu la violence conjugale après l'âge, on dit après l'âge de procréer. Donc, c'est pas nécessairement à l'âge 65 ou à l'âge 50, mais c'est plus par rapport à après que la femme a plus besoin de prendre soin des enfants. C'est généralement dans le temps de la retraite. C'est plus identifié par la femme même. Mais donc, par rapport à cette étude-là, nos deux objectifs, c'était de mieux connaître les initiatives qui visent à soutenir les femmes plus âgées au Canada. Donc, on a fait une recherche sur le web ainsi qu'un sondage en ligne, puis là, on commence à faire les entrevues avec des informateurs. Puis, on va commencer aussi avec des entrevues avec des femmes plus âgées pour mieux comprendre leur expérience. Il y a beaucoup de recherches qui est faite par rapport, en ce moment, beaucoup de recherches sur la violence avec les personnes âgées et par rapport aux les données, les statistiques sur le côté criminel ou sur le côté, tu sais, ce qui est rapporté. Donc, on veut apporter la voix des femmes plus âgées, vraiment comprendre c'est quoi leur expérience. Puis c'est de là qu'on peut vraiment comprendre un peu plus sur les différentes lunettes, puis voir vraiment, tu sais, quand Rina parlait des différents facteurs de risque, c'est ça vraiment connaître. On comprend que... j'ai été un petit peu plus vite que je pensais, je m'excuse. Donc, c'est ça, on peut sauter ça. J'ai déjà parlé de la phase 1 et la phase 2. Ouais. Donc, c'est vraiment regarder l'analyse de l'intersectionnalité des facteurs de risque. Donc, on regarde premièrement le genre et l'âge, mais c'est comment est-ce que, soit la langue, si la femme vit dans un milieu rural ou dans un milieu urbain, c'est des femmes immigrantes ou des femmes autochtones. Donc, ou des femmes qui font partie de la communauté LGBTAQ+.
Donc, différentes orientations sexuelles. Donc, c'est quoi les différents risques, les différents déterminants de risque? Parce qu'on comprend que les femmes plus âgées expérimentent la violence différemment des femmes plus jeunes. Donc, mais après ça, c'est quoi les différents, c'est quoi les thèmes de l'expérience? C'est quoi qu'on peut apprendre de plus? Puis pour pouvoir informer justement les provenants des services et les politiques au milieu gouvernemental pour qu'on puisse changer la lunette, que ce soit plus sur les différentes expériences que les femmes ont vécues. Donc, avec ça, nous organisons un atelier sur la violence et la négligence des femmes âgées. C'est vraiment sur une stratégie de recherche communautaire. Vraiment intégrer les personnes de la communauté, encore avec les services, les proveneurs pas juste des services de santé, mais aussi les services sociaux, les services légaux et tout et tout. Ça va être le 23 et le 24 octobre ici à Fredericton. Donc, on comprend que vous n'êtes pas nécessairement tous en mesure de pouvoir y participer. Par contre, on vous invite à garder un œil parce que nous allons communiquer plus d'informations dans les prochains mois, ainsi que après la conférence, avoir plus d'informations sur ce qui est ressorti de la conférence. Et avec ça, nous avons une multitude de ressources par rapport à la violence familiale, les trousses d'outils juridiques pour les personnes âgées, éducation. Donc, c'est toutes ces informations ici. On a quelques diapositives justement sur beaucoup plus d'informations que vous pouvez faire votre propre recherche. Donc, on vous invite à faire regarder les ressources qu'on a disponibles. Et on souhaite remercier Justice Canada qui subventionne notre recherche en ce moment, ainsi que notre chercheur principal, Laurie Weeks, et les autres chercheurs, soit Rina, même Suzanne Duvy-Blanchard de l'Université de Moncton, Heather Halpern, Lois Jackson de l'Université de Dalhousie, Colin McQuarrie de l'Université de l'île du Prince-Édouard et Ingrid Waldron de l'Université de Dalhousie aussi. Donc, merci beaucoup. Avez-vous des questions? Alors, merci beaucoup à Danny et Rina pour cette présentation excellente. C'est un sujet de telle importance et j'ai hâte de passer directement à la période de questions avec vous. Je pense qu'on va avoir le temps pour 3 ou 4 questions, alors je vais juste passer directement. La première question, c'est très large, je pense. C'est pensez-vous que la stigmatisation est impliquée dans la perception qu'ont les gens de la violence à laquelle les femmes âgées sont confrontées? Oh, oui, certainement. Certainement. Ouais. Même, je vais vous dire que lorsqu'on a débuté notre recherche sur les personnes âgées, il y avait une réticence de s'arrêter sur de faire une recherche sur les femmes âgées. On voulait faire une recherche sur les personnes âgées. Puis, il y avait aussi une réticence de chercheurs et de jeunes personnes qui travaillent en communauté de même vouloir faire partie d'une équipe de recherche sur les personnes âgées, presque pareil, comme si ça se donnait être une personne âgée. Là, on veut rester jeune aussi longtemps on ne veut pas s'associer avec les personnes âgées parce que ça pourrait se donner, ça. C'est vraiment intéressant. Ça a été vraiment intéressant. Ça a été quelque chose que j'ai trouvé très intéressant qui nous est arrivé lorsqu'on a commencé à parler de faire une recherche comme ça. Ça se rapporte encore à l'agisme, mais les concepts qu'on prend pour acquis par rapport au vieillissement, que ce soit la sexualité des personnes âgées ou le processus du vieillissement, c'est quoi qui s'engendre avec ça. Puis comme Rina a dit, la perception du vieillissement étant très négative,
où l'expérience du vieillissement est en négatif, puis on veut pas s'en impliquer dans nos travaux. Ouais. Oui, non, et c'est pourquoi c'est tellement important que des chercheurs comme vous mettent une lumière sur ces problèmes-là. Alors, la prochaine question. Vous avez parlé des défis d'un environnemental rural. Avez-vous vu la religion ou d'autres facteurs jouer aussi un rôle, ou comme la cognition ou la relation avec leurs enfants adultes? Vous savez, c'est intéressant parce que lorsqu'on regarde les personnes âgées, des choses qui ont été vraiment en réalité, c'est de l'importance d'appartenir, qui est flagrant. On a dans cette étude, on a quand même retrouvé, puis je pense qu'on va en retrouver beaucoup plus lorsqu'ils vont faire des entrevues avec les personnes âgées elles-mêmes. Mais une autre chose, j'ai fait une autre étude sur le système judiciaire et les communautés rurales. Et c'est là qu'on a commencé à vraiment questionner, parce que c'est l'importance de comment ils vont appeler la police. Ils vont appeler la police pas parce que elles ont un problème de finances qui est produit par leur mari ou leur fils, mais ils vont appeler si c'est des questions financières en dehors de la famille. Donc, le toit. Il y a une personne qui m'a appelé qui avait fait changer son toit 3 fois dans le même mois parce qu'elle ne se rappelait pas de l'avoir fait, puis c'est son fils qui a vu les factures qu'elle avait payées. Fait qu'elle a appelé la police parce que c'est son fils qui lui a demandé de le faire. Fait qu'il y a des choses comme ça, mais ils ont ça, c'est quand même de la stigmatisation qu'il faut vraiment regarder de près. On a beaucoup plus de facilité à parler de la violence financière que de toutes les autres violences. Et en réalité, la religion, vous savez, c'est intéressant parce que, oui, il y a encore un gros stigma de la religion, mais une chose qu'on ne regarde pas et qu'on devrait de plus, c'est aussi tout le support et le soutien que tu peux avoir des gens qui sont dans la même communauté religieuse que toi. C'est que vous savez, entre femmes, entre personnes, on s'entraide beaucoup. Et c'est ce côté informel-là qu'il faut vraiment essayer de comprendre mieux parce que ce côté informel peut beaucoup nous aider. Au titre de notre recherche en ce moment, on fait des entrevues avec des femmes plus âgées diverses. Donc, quand on dit diverses, on regarde les femmes au sein ou étant une minorité visible. Puis, on regarde aussi les femmes qui sont en situation étant de minorité linguistique. Donc, les femmes francophones au Nouveau-Brunswick, spécifiquement pour cette étude. Puis, c'est moi qui mène justement ce groupe-là. Donc, je vais être intéressée de voir, si on parle des qui sont officiels ou les services qui sont plus informels. Les services formels, mais vraiment, je vais être intéressée de voir dans les conversations avec les femmes francophones, c'est quoi les services informels, c'est quoi la langue, qu'est-ce que la langue joue comme étant un système de support informel, et j'ai l'impression que la religion va probablement sortir de ça aussi. Donc, c'est ça. Gardez aux aguets nos résultats dans les prochaines années. On va probablement avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Oui, excellent. La prochaine question, c'est très spécifique, mais c'est juste, y a-t-il de la violence entre partenaires de même sexe exprimée dans cette recherche-là? Nous n'avons, comment je dirais ça, nos critères d'inclusion ou d'exclusion, disons, ne touchent pas sur l'orientation sexuelle, donc c'est pas quelque chose qu'on focus dessus tout de suite. Donc c'est vraiment la lunette du genre et de l'âge qu'on regarde, mais quand on parle de chercher d'autres intersectionnalités, c'est certainement quelque chose qu'on serait intéressé de voir aussi. Parce qu'on sait vraiment que c'est quand même une population qui est non visible. Surtout si c'est une femme âgée,
lesbienne ou transgenre, c'est beaucoup plus difficile d'en parler. Fait que on croit que ça va probablement ressortir, mais si ça ne ressort pas, notre prochaine recherche ira vers cette problématique-là. Oh, oui. Alors, maintenant, je pense que nous avons le temps que pour une autre question seulement. Et c'est difficile, je pense, mais dans vos opinions d'experts, quel changement de politique ou légal aimeriez-vous voir dans votre province ou dans l'ensemble du pays pour vraiment aider les femmes âgées? C'est une très bonne question. C'est une question qui demande beaucoup de réflexion. Parce que je crois que la réponse à cette question va nous venir. Parce que pour l'instant, on a toujours regardé la violence faite aux femmes sous le même angle. On ne regardait pas l'âge ou la race. On regardait la violence comme sous la même angle tout le temps. Et je crois que lorsqu'on regarde, on commence à la distortiquer. Alors maintenant qu'on a eu beaucoup plus d'informations sur la violence conjugale, la violence faite aux femmes, maintenant on commence à regarder sous différentes lunettes. Une chose que j'espère qui ne va pas arriver, c'est de retourner vraiment de nouveau à la même chose, dire ben non, parce que bien des gens nous ont dit, on a tellement peu d'argent, ne faut pas regarder maintenant la violence faite aux hommes et la violence faite aux femmes. Pourquoi ne pas regarder la violence, point final? On perd trop de gens comme ça. Fait que j'espère que c'est quand même quelque chose qui ne va pas ressortir. J'aimerais pouvoir répondre à votre question encore plus profondément, mais je crois que c'est une question qu'il faut vraiment se pencher dessus en profondeur. Puis pas seulement pour les personnes âgées, mais pour toutes les différentes complexités de la violence. Et j'irais un peu plus loin, puis je dirais que il faut aussi arrêter, je crois, de regarder toujours juste un côté, de commencer aussi à tourner la lunette sur comment on pourrait mieux comprendre l'abuseur, mieux comprendre cette complexité-là de comment les relations violentes se multiplient et vont de génération en génération. Alors, il faut, à quelque part, commencer à se poser des questions encore plus complexes sur l'abuseur. Et je crois que ça aussi, ça va pouvoir alimenter nos politiques et nos services et nos programmes. Et, merci tellement, Rena et Danny. Notre temps s'est tout écoulé, je pense. Je sais que j'ai beaucoup appris et nous recevons des messages maintenant du part de la public de remerciements. Alors, encore une fois, l'enregistrement sera téléchargé sur le site web de l'Axe demain. Pour ceux qui en ont besoin, le certificat de présence est maintenant disponible en cliquant sur l'icône jaune en bas et à droite de votre fenêtre. Alors, une autre grande merci à nos invités et à l'auditoire pour vos questions et votre attention. Et à la prochaine, tout le monde. Merci. Bonjour tout le monde.